Le premier souffle de l'hiver s'abat sur les étendues sauvages russes, non pas comme un doux murmure, mais comme une force de la nature. Une vague blanche déferle du cercle polaire arctique, submergeant les montagnes, s'engouffrant dans les vallées et engloutissant les terres en quelques heures. Un instant, les forêts du nord ondulent sous les dernières feuilles dorées de l'automne. L'instant d'après, le ciel s'assombrit. Le vent se lève, et une tempête plus ancienne que la civilisation se réveille dans un rugissement. Une tempête de neige déferle sur la toundra comme un mur de glace vivant. Les flocons tourbillonnent en spirale furieuse, porteurs du froid de continents entiers. Ils recouvrent chaque branche exposée, ensevelissent chaque prairie, étouffent chaque son. Le monde devient un champ de bataille pris entre le silence et le hurlement de l'hiver. À travers l'immensité de la taïga sibérienne, d'imposants conifères plient sous le poids du gel qui s'accumule. Leurs troncs craquent comme d'antiques portes tandis que la tempête les enserre, emprisonnant la forêt sous une épaisse couche de glace. Le sol disparaît sous un océan blanc qui monte, un océan qui s'approfondira, se solidifiera et retiendra ses terres captives pendant 6 mois de l'année. Et dans ce gel soudain, les premières silhouettes vivantes émergent. Un cerf solitaire avance péniblement dans la neige jusqu'aux genoux, son souffle s'échappant de ses narines en épais panache blanc. Chaque expiration semble flotter dans l'air avant de disparaître, englouti par le froid. Le givre se cristallise sur son pelage, transformant ses majestueux bois en une couronne de glace. L'animal baisse la tête et poursuit sa route, chaque mouvement lent, délibéré, conscient que la saison d'abondance est terminée et que la survie est désormais la seule priorité. Plus à l'est, une ombre se glisse entre les arbres. L'orage s'écarte un instant, dévoilant les yeux ambrés d'un tigre de Sibérie qui observe la forêt se métamorphoser autour de lui. La neige s'accumule sur ses moustaches. Ses oreilles frémissent au craquement lointain d'une branche qui tombe. L'hiver est synonyme de faim, de chasse plus longue et de risques accrus. Pourtant, il reste imperturbable, ses muscles contractés sous son pelage épais, comme pour défier la tempête elle-même. Au-dessus de la canopée dénudée, un aigle royal, souverain des cieux, lutte contre les vents aveuglants. Ses ailes se tendent contre les courants, chaque plume frémissant de froid. Un instant, l'oiseau chancelle, projeté vers le bas par une violente rafale, mais il retrouve son équilibre, fendant la tempête d'un cri triomphant. Son domaine est en train de changer, mais son règne n'est pas encore menacé. Sur la toundra à découvert, une petite forme blanche file sous la tempête. Un renard polaire, déjà parfaitement fondu dans le paysage glacé, creuse frénétiquement la neige, à la recherche de la faible odeur d'une proie. Sous plusieurs mètres de glace, souris et campagnols se dispersent dans leurs galeries souterraines secrètes, luttant pour échapper au froid qui s'insinue inexorablement. Sur des milliers de kilomètres, à travers forêts, montagnes, steppes et toundras, chaque créature perçoit le même message. L'hiver est arrivé. Et il a un prix. L'antique bataille entre la vie et le froid a commencé. Bienvenue dans la lutte de la faune sauvage pour survivre à l'hiver russe. L'hiver en Russie ne se contente pas de remodeler le paysage. Il redéfinit les règles de la survie. À chaque degré de baisse, le fragile équilibre entre prédateurs et proie se tend, basculant dans une lutte acharnée où la force seule ne suffit plus.
Ici, la stratégie devient aussi vitale que l'instinct, et chaque espèce doit s'adapter ou succomber au froid. Au cœur de la taïga, là où les forêts s'étendent à perte de vue, les loups se rassemblent sous la pâle lueur de la lune d'hiver. L'été les disperse en petits groupes familiaux. L'hiver les contraint à se réunir. Une à une, des silhouettes émergent des ténèbres jusqu'à ce qu'une meute complète se forme, une douzaine de corps puissants se mouvant à l'unisson. Leur souffle emplit l'air nocturne d'un voile, s'élevant comme une fumée fantomatique tandis qu'ils entament leur patrouille. La nourriture se fait rare. Les troupeaux de wapitis se déplacent moins, économisant ainsi leur précieuse énergie. Les sangliers s'enfouissent profondément dans les fourrés, cachés sous la neige, presque inaccessibles. Mais les loups s'adaptent. Ils forment des groupes plus serrés, communiquent par des gestes précis et rodés, et traquent les proies affaiblies avec une endurance hors du commun. En hiver, leur unité devient leur plus grande force. Non loin de là, un autre prédateur perfectionne ses techniques en solitaire. Le lynx boréal se déplace avec une grâce imperceptible, ses pattes massives répartissant son poids uniformément sur la neige, lui permettant de glisser sur des surfaces qui piégeraient des prédateurs plus lourds. Il ne fait aucun bruit, aucune trace d'urgence. Seulement un calcul calme et patient. L'hiver dépouille de nombreux animaux de leur camouflage, mais le lynx, enveloppé de son épais pelage tacheté, devient un fantôme parmi les arbres gelés. Ses yeux ambrés se fixent sur un lièvre d'Amérique, et la tension de la saison se lie dans leur instant partagé. L'un doit manger, l'autre doit fuir. Dans les plaines, les renards ne comptent pas sur leur force, mais sur leur sens aiguisé par des générations de survie. Un renard roux s'arrête dans un champ, ses oreilles dressées comme des antennes radar. Sous la neige, la vie s'anime. De faibles battements de cœur, d'infimes mouvements, un monde invisible. Le renard relève la tête puis bondit en un arc de cercle gracieux, plongeant la tête la première dans la neige pour capturer un campagnol qu'il a repéré sans même l'avoir vu. En hiver, la forêt récompense l'oreille attentive. Au-dessus de tous, les rapaces règnent sur les cieux. La chouette laponne plane silencieusement entre les arbres, ailes à peine mobiles, son visage en forme de disque captant le moindre bruissement sous la neige. Chaque piqué réussi marque une victoire de plus dans la lutte contre la famine. Même l'aigle royal, seigneur des montagnes, adapte son comportement. Il fond plus bas, prend des risques et s'attaque à des proies qu'il ignorerait durant les mois plus chauds. Mais les prédateurs ne sont pas les seuls à rencontrer des difficultés. Les wapitis creusent la croûte gelée de leurs sabots fatigués. Les rennes grattent le sol à la recherche de lichen, cette humble plante qui devient leur source de survie. Les cerfs porte-musc cherchent des pousses cachées sous la glace, leur corps fragile tremblant sous le vent. L'hiver contraint les herbivores à se regrouper en petits groupes, les expose, les ralentit et fait d'eux des proies faciles. Ici, dans ces royaumes glacés, chaque rencontre est une négociation entre la faim et l'espoir. Une course aux armements biologiques exacerbée par des millénaires qui se rallument à chaque première neige. La lutte s'intensifie, les enjeux augmentent. Et le véritable défi de l'hiver russe ne fait que commencer. Au cœur glacé de la taïga sibérienne, où les pins centenaires se dressent tels des gardiens silencieux et où la neige recouvre le monde d'un blanc immaculé, une ombre se met à bouger.
Elle glisse entre les arbres avec une grâce irréelle, ne laissant que de légères empreintes sur la surface poudreuse. Cette ombre appartient à l'un des prédateurs les plus insaisissables de la planète, le tigre de Sibérie, le plus grand félin vivant et le souverain incontesté de ces forêts hivernales. L'hiver métamorphose le tigre, chasseur redoutable, en maître de l'endurance. Les proies se font rares, la visibilité diminue, et le froid devient un ennemi aussi redoutable que n'importe quel autre prédateur. Pourtant, le corps du tigre porte en lui les fruits de millénaires d'adaptation. Sous son épais pelage d'hiver, composé de fourrures denses, de poils isolants creux et d'une épaisse collerette autour du cou, se cache une réserve d'énergie taillée pour les conditions extrêmes de la Sibérie. Chaque pas est calculé, chaque mouvement conçu pour préserver la précieuse chaleur. Le tigre lève la patte et la pose doucement dans la neige. La forêt absorbe le bruit. Même le vent semble hésiter à trahir sa présence. Pourtant, la neige profonde ralentit son approche, l'obligeant à adapter sa stratégie de chasse. Au lieu d'une poursuite épuisante, il mise sur la furtivité, la patience et l'effet de surprise. Tel un fantôme, il se rapproche de sa proie, se positionnant souvent sous le vent, utilisant le terrain, les troncs d'arbres tombés et le silence de la nuit d'hiver comme alliés. Ce soir, les yeux dorés du tigre se fixent sur un petit troupeau de cerfs élafs rassemblés sous des branches givrées. Leurs oreilles frémissent nerveusement. Chaque animal ressent la rigueur de l'hiver. Le tigre se tapit, ses muscles se contractant sous son pelage rayé, et attend. Les minutes s'étirent en 1 heure. Les flocons de neige commencent à s'accumuler sur sa tête et son dos, formant un camouflage naturel. Ce n'est que lorsqu'un cerf s'éloigne trop du groupe que le tigre lance sa charge silencieuse, chaque bond étant assez puissant pour faire jaillir des gerbes de neige scintillantes derrière lui. Mais l'hiver offre rarement des victoires faciles. Le cerf est rapide, ses sabots fendant la neige croûtée avec une force maîtrisée. La poursuite traverse la forêt, résonnant du bruit sourd et régulier des sabots et du craquement sec des brindilles sous la fuite. Le tigre, massif mais efficace, avance par à-coups de puissance contrôlée. Parfois, la chasse se termine par une mise à mort rapide. D'autres fois, la forêt offre à la proie une échappée de justesse, laissant le tigre haleter doucement dans l'obscurité, économisant ses forces pour la prochaine tentative. Le territoire revêt une importance encore plus cruciale en hiver. Un tigre de Sibérie mâle peut parcourir une zone s'étendant sur des centaines de kilomètres carrés, marquant les arbres de ses griffes et de son odeur pour dissuader ses rivaux d'accéder aux ressources rares. C'est la nuit que ces frontières prennent vie. La forêt résonne de cris lointains, de profonds grognements et de rugissements qui flottent sur les étendues glacées, rappelant subtilement que chaque tigre doit défendre non seulement sa nourriture, mais aussi son identité. À travers les étendues sauvages enneigées de Sibérie, où le jour décline tôt et où le froid grave le givre sur toute surface vivante, un hurlement lointain déchire le silence. Il monte, retombe et résonne entre les arbres, une voix unique appelant les siens. Quelques instants plus tard, une autre réponse, puis une autre. Bientôt, la forêt tremble sous un chœur de hurlements qui brise le silence de l'hiver. Les loups se rassemblent. L'hiver est la saison où le loup gris atteint son apogée. La rareté des ressources les unit, rassemblant les groupes familiaux dispersés en meutes plus importantes et stratégiques. Une douzaine de loups arpentent les bois, leur pelage épais et fourni, la queue basse dans un calme discipliné. Le givre se forme autour de leur museau, tandis que leur souffle froid s'élève en volutes, tels des volutes de fumée s'élevant d'un champ de bataille. Individuellement, ce sont des chasseurs hors pair. Ensemble, ils forment une force façonnée par des siècles d'instinct et de coopération tacite. Ce soir, la meute a faim. Ils avancent en formation dans la neige jusqu'aux genoux, les pattes écartées pour se maintenir à la surface glacée. Le couple dominant ouvre la marche, le nez au vent,
scrutant le vent à la recherche de l'odeur d'une proie. Lorsqu'une faible odeur de wapiti flotte dans la forêt, la meute s'arrête. Les oreilles se dressent. Les corps se raidissent. Une décision silencieuse est prise parmi eux. Ils suivront. La neige change tout. Si les épaisses congères ralentissent les proies les plus lourdes, elles épuisent aussi les prédateurs. Les loups compensent par leur endurance, une persévérance implacable, presque mécanique. Ils trottent sans effort sur un terrain qui épuiserait d'autres animaux, conservant leur force jusqu'au moment où l'action s'impose. À la lisière d'une clairière, le troupeau de wapitis s'apparaît. Des silhouettes massives se meuvent sous le clair de lune, la neige saupoudrant leur dos. Les loups se déploient en éventail, formant un demi-cercle autour des animaux imprudents. Ils ne se précipitent pas. Ils observent. Ils repèrent la faiblesse, une vieille femelle, boitant légèrement, à la traîne. La poursuite commence alors. Les élans s'élancent, soulevant des gerbes de neige dans un tourbillon frénétique. Les loups se lancent à leur poursuite. La forêt n'est plus qu'un flou de mouvements, des éclairs gris se faufilant entre les arbres, des pas lourds, des grognements rauques d'efforts. La meute n'a pas besoin d'être plus rapide. Elle doit être endurante. Ils mettent la pression sur les élans, se relayant en tête, forçant le troupeau à traverser une neige profonde où la fuite devient de plus en plus difficile à chaque pas. Alors que le wapiti affaibli vacille, 2 loups l'approchent en biais, l'éloignant du troupeau. Un troisième se jette sur lui, utilisant la force de son corps pour le faire basculer dans la neige molle. La mise à mort est rapide, efficace, et le fruit d'une coopération qu'aucun prédateur seul n'aurait pu réaliser. La chasse terminée, la hiérarchie se manifeste à nouveau. Le couple dominant mange en premier, puis les autres, chacun leur tour. Il n'y a plus de chaos, seulement une structure, juste une famille. Au cœur de la taïga sibérienne, là où la forêt s'épaissit et où le silence semble sacré, une présence se meut avec une telle précision que la neige elle-même l'aperçoit à peine. Une douce empreinte ici, un léger remous là. Rien de plus que de subtiles traces de ce qui s'est passé. C'est le lynx boréal, le fantôme des pins, un chasseur qui se définit non par sa vitesse ou sa force, mais par son silence. Son pelage d'hiver est un chef-d'œuvre d'isolation. Une fourrure dense et tachetée qui emprisonne la chaleur et se fond parfaitement dans les motifs mouchetés de son tronc et de son ombre. Ses pattes épaisses et touffues s'étendent comme des raquettes naturelles, permettant au lynx de glisser sur la neige poudreuse sans s'enfoncer, là où des prédateurs plus lourds peineraient. Chaque pas est exécuté avec la délicatesse d'une danseuse et la détermination d'un prédateur qui chasse non par la poursuite, mais par la patience. Le lynx patrouille en solitaire. Contrairement au loup, il ne vit pas en meute. Contrairement au tigre, il occupe des territoires plus restreints, mais les défend avec une détermination inébranlable. Son domaine se compose de sous-bois denses, de vieux troncs d'arbres tombés et de clairières tranquilles fréquentées par les lièvres et les tétras, des proies qu'il connaît parfaitement. L'hiver peut recouvrir le sol d'épaisses couches de neige, mais le lynx perçoit les signaux de la forêt. Le léger bruissement sous un épicéa, le frémissement d'un mouvement parmi les branches, la trace délicate d'un lièvre d'Amérique laissé quelques heures plus tôt. Ce soir, le ciel est lourd de nuages et une averse de neige fraîche a enveloppé le paysage d'un voile de brume. Le lynx, tapi sous un conifère, les oreilles dressées, ses touffes noires captent les faibles lueurs de la lune. Tous ses sens sont en éveil. Ses yeux, capables de déceler le moindre mouvement dans la pénombre, scrutent la clairière où un tétras cherche prudemment sa nourriture sous un buisson chargé de neige. Puis, sans un bruit, le lynx entame son approche. Une suite de mouvements lents et fluides qui effacent la distance entre l'ombre et sa proie. Son corps s'abaisse. Ses muscles se contractent. L'air vibre de la tension de l'action imminente. En un éclair, le lynx bondit. La neige jaillit sous ses pattes tandis qu'il parcourt plusieurs mètres d'un seul bond puissant. Le tétras s'envole dans un tourbillon d'ailes, mais le lynx est plus rapide. Sa patte tendue agrippe l'oiseau en plein vol, le ramenant au sol avec une efficacité redoutable. La chasse s'achève presque aussi vite qu'elle a commencé, nette, précise et silencieuse.
Ces embuscades sont la marque de fabrique du lynx, mais l'hiver met à l'épreuve même les maîtres de la furtivité. La neige épaisse dissimule les traces des proies. Le froid glacial oblige à des patrouilles plus longues. La compétition s'intensifie, notamment avec les renards et les rapaces qui convoitent les mêmes ressources alimentaires limitées. Pourtant, le lynx persiste, arpentant son territoire nuit après nuit, marquant les limites de son odeur et affirmant sa domination silencieuse sur son royaume glacé. Plus tard, alors que l'aube répand une pâle lumière sur la taïga, le lynx se remet en mouvement, tel un fantôme glissant entre les arbres, invisible jusqu'à ce qu'il choisisse d'être vu. Dans les forêts et les montagnes du Nord, l'hiver est le domaine des dormeurs, les ours bruns qui disparaissent dans la terre gelée au moment même où le monde se pare de blanc. Leur disparition n'est ni la mort, ni un véritable sommeil, mais une remarquable suspension biologique qui leur permet d'endurer des mois de froid, de glace et de faim. L'hibernation chez l'ours brun est l'une des adaptations hivernales les plus complexes de la nature, façonnée par les impératifs de survie et rythmée par les variations climatiques de l'année. À la fin de l'automne, les ours bruns entrent dans une période d'hyperphagie intense, durant laquelle leur journée est entièrement consacrée à la consommation d'un maximum de calories. Ils peuvent prendre de 30 à 40% de leur poids corporel pendant cette période, accumulant des réserves de graisse qui leur servent à la fois d'isolant et d'énergie. Dès que les températures baissent et que la neige commence à tomber, l'ours prépare son abri hivernal, une tanière. L'emplacement des tanières varie selon la région et le terrain. Certains ours creusent des chambres à flanc de collines, leurs puissantes griffes déchirant la terre et les racines pour se tailler un nid douillet. D'autres s'installent dans des abris naturels tels que des troncs creux, des grottes, des sous-bois denses ou même les espaces sous les racines des arbres. La tanière doit être sûre, sèche et suffisamment stable pour résister à des mois de tempête et aux variations de la couverture neigeuse. À l'abri dans l'obscurité de cette chambre protectrice, le corps de l'ours subit d'étonnants changements métaboliques. Pendant 5 à 7 mois, il ne mange, ne boit, n'urine ni ne défèque. Son rythme cardiaque ralentit, passant d'environ 50 battements par minute à seulement 8. Sa température corporelle baisse légèrement, mais reste suffisamment élevée pour lui permettre de se réveiller rapidement en cas de danger. L'ours vit sur ses réserves de graisse, les dégradant de manière contrôlée afin d'éviter la fonte musculaire, qui serait catastrophique au printemps, période où il a le plus besoin de force. C'est pourquoi les scientifiques admirent l'hibernation de l'ours brun comme un modèle potentiel pour de futures avancées médicales. L'événement hivernal le plus extraordinaire se produit peut-être dans les tanières des femelles gestantes. Contrairement aux mâles et aux femelles non gestantes, les ours enceintes entrent en hibernation avec une nouvelle vie. Durant les mois les plus rigoureux de l'hiver, généralement en janvier, les oursons naissent aveugles, sans poils et pesant à peine 300 à 400 grammes, plus petits qu'un nourrisson humain et entièrement dépendants de leur mère. Malgré son jeûne, la mère produit un lait riche qui permet aux oursons de grandir rapidement dans la chaleur de la tanière. Blottis contre son ventre, ils sont protégés du froid extérieur et écoutent les premiers battements de son cœur, leur rythme de vie. Bien que l'hibernation soit protectrice, elle n'est pas sans danger. Un réveil prématuré, provoqué par des perturbations, des variations de température inhabituelles ou une pénurie de nourriture, peut être fatal. Un ours réveillé trop tôt risque de ne pas avoir suffisamment de réserves de graisse pour survivre au reste de l'hiver. Les perturbations causées par les humains, les engins forestiers, les motoneiges ou les randonnées près des tanières peuvent forcer un ours à quitter son hibernation bien avant le printemps, mettant ainsi en danger l'animal et, dans le cas des mères, ses petits. Le changement climatique ajoute une autre menace. Des hivers imprévisibles pourraient raccourcir la période d'hibernation et limiter la disponibilité de nourriture en automne. Au retour du printemps, les ours émergent, maigres mais vivants, clignant des yeux face à la lumière du soleil après des mois d'obscurité. Les mères sortent avec leurs petits désormais robustes, prêtes à leur enseigner les secrets de la forêt.
Dans la forêt gelée, où les arbres se dressent couverts de givre et où le vent soulève la neige en congère mouvante, deux des plus grands herbivores de l'hémisphère nord se déplacent avec la force lente et déterminée de la survie. Le wapiti et l'orignal, cousins de la famille des cervidés, affrontent l'hiver non pas par la vitesse ou la furtivité, mais par leur taille, leur endurance et une intelligence comportementale remarquable. Ce sont des géants taillés pour les épreuves, qui utilisent leur instinct et leur expérience pour se repérer dans un monde qui devient impitoyable pour les herbivores. Pour les deux espèces, la recherche de nourriture en hiver représente le plus grand défi. Les herbes, les plantes et les arbustes luxuriants de l'été disparaissent sous d'épaisses couches de neige, les obligeant à modifier leur régime alimentaire. Les wapitis, qui préfèrent les prairies et les pâturages ouverts, sont souvent contraints de se réfugier dans les forêts de conifères où la nourriture est rare. Ils creusent la neige avec leurs sabots, raclant le sol pour trouver les herbes ou les carex restants. Lorsque les conditions se détériorent, ils se nourrissent d'écorces, de brindilles et de plantes herbacées sèches, des aliments de faible qualité qui demandent plus de temps et d'énergie à consommer. Les orignaux, en revanche, sont des brouteurs, spécialisés dans la végétation ligneuse. L'hiver leur offre des brindilles de saule, de bouleau et de tremble, ainsi que les précieux bourgeons d'arbustes, plus riches en nutriments que les branches nues. Leurs longues pattes et leurs lèvres supérieures flexibles leur permettent d'atteindre les hautes branches et de dévorer efficacement les pousses entières, économisant ainsi leur énergie durant les mois les plus rigoureux. Les prédateurs, loups, ours et grands félins dans certaines régions, constituent une menace constante. Les wapitis forment de grands troupeaux en hiver, où la présence de nombreux individus augmente les chances de détecter le danger. Les orignaux, solitaires par nature, misent sur leur taille et leur agressivité. Un orignal adulte acculé peut blesser, voire tuer, un loup d'un coup de sabot bien placé. Cependant, l'hiver change la donne. Une épaisse couche de neige ralentit considérablement les ongulés, bien plus que leurs prédateurs. Les loups, avec leur cage thoracique étroite et leurs pattes écartées, courent avec aisance sur la neige croûtée, tandis que les wapitis et les orignaux s'enfoncent profondément et s'épuisent rapidement. La chasse hivernale se transforme souvent en une épreuve d'endurance, et les prédateurs sont connus pour cibler les individus affaiblis par l'âge, les blessures ou la malnutrition. L'épaisseur et la texture de la neige déterminent tout: les déplacements, la sécurité, le niveau d'énergie et l'accès à la nourriture. Les wapitis privilégient les crêtes balayées par le vent et les versants sud où la neige est moins épaisse. Les orignaux s'aventurent dans les forêts denses qui les protègent des congères. Leurs longues pattes leur confèrent un avantage, mais même eux peinent lorsque la neige leur arrive à la poitrine. Chaque pas devient un effort considérable, épuisant de précieuses calories. Pour économiser leur énergie, ils créent souvent des sentiers, des chemins piétinés qu'ils empruntent quotidiennement pour rejoindre les zones d'alimentation ou les abris où ils peuvent se reposer. L'hiver accentue également leurs besoins en minéraux, notamment en sodium. Les plantes sont moins nutritives durant la saison froide, et le manque de végétation limite l'apport en micronutriments essentiels. Les wapitis et les orignaux recherchent des sources naturelles de minéraux, des poches de sol salées ou des suintements d'eau souterraine, parcourant souvent des distances surprenantes pour les atteindre. Dans certaines régions, ils se mettent à ronger de vieux os ou des bois pour obtenir du calcium et du phosphore, un comportement appelé ostéophagie. Les wapitis se souviennent de leurs anciens quartiers d'hiver où la nourriture est abondante. Les orignaux, quant à eux, font preuve d'une grande capacité de décision. Ils choisissent des sites de repos qui minimisent l'exposition au vent, utilisent les rivières ou les zones humides gelées comme corridors de déplacement et adaptent leur altitude aux variations de l'enneigement. À travers les immenses étendues blanches du Grand Nord russe, où l'hiver peut engloutir les terres pendant 8 mois et où les tempêtes balayent la toundra sans prévenir, un animal se déplace avec une certitude ancestrale: le renne, créature dont l'existence entière est façonnée par la migration. Véritables voyageurs au long cours de l'Arctique, ils empruntent des routes plus anciennes que l'histoire écrite, traçant des chemins invisibles, façonnés de génération en génération sur des milliers de kilomètres.
dans l'hiver russe, ils ne se contentent pas de survivre, ils naviguent. La migration des rennes est l'un des cycles de vie les plus spectaculaires de la nature. Lorsque l'hiver s'installe, les troupeaux entament leur migration vers le sud, quittant la toundra balayée par les vents à la recherche de pâturages abrités. Plus tard, lorsque le froid s'intensifie, certaines populations se déplacent à nouveau, s'adaptant constamment pour trouver la combinaison idéale de nourriture, d'abri contre le vent et de conditions d'enneigement. Ces migrations peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres et dans certaines régions sur plus d'1 millier. Chaque membre du troupeau, femelles, mâles et jeunes, voyage ensemble, formant une masse compacte et vibrante. Leurs mouvements sont synchronisés et fluides, fruits de l'instinct et d'une mémoire collective. Les matriarches âgées guident souvent le troupeau, ayant traversé de nombreux hivers et appris où se cache la nourriture sous la neige. Leur survie repose sur une ressource en apparence fragile, le lichen. Sous la couche de neige et de glace, les rennes découvrent cet organisme à croissance lente, riche en glucides et parfaitement adapté à leur régime hivernal. Avec une précision extraordinaire, ils utilisent leurs sabots pour creuser la neige dure, une action appelée cratérisation. Leurs sabots sont de véritables merveilles d'adaptation. Larges et en forme de croissant, ils s'étalent comme des raquettes naturelles, supportant leur poids sur sol meuble et assurant une bonne adhérence sur la glace. En été, leurs bords sont plus souples pour s'agripper au sol humide et spongieux de la toundra. En hiver, ils durcissent et deviennent des outils tranchants comme des ciseaux, capables de percer la neige recouverte de glace. Le visage du renne est un autre exemple de prouesse anatomique. Son nez renferme un réseau complexe de cornets nasaux qui réchauffent l'air glacial avant qu'il n'atteigne les poumons, conservant ainsi la chaleur par grand froid. Ces structures lui permettent également de détecter la faible odeur du lichen sous la neige. Ses yeux s'adaptent aux saisons, prenant une teinte bleu profond en hiver pour accroître sa sensibilité à la faible luminosité, une caractéristique essentielle dans l'obscurité arctique. Les rennes possèdent un sens de l'orientation hors du commun, fruit d'une combinaison de mémoire, d'odorat, de sensibilité magnétique et de cohésion du troupeau. Lorsque le vent se lève et que la visibilité chute, le troupeau se resserre, les individus se serrant les uns contre les autres pour conserver leur chaleur et suivre les animaux de tête. Ils s'orientent grâce au vent dominant et continuent d'avancer, pas à pas, se repérant à l'odorat et à l'instinct, même lorsque les humains perdraient tout sens de l'orientation. Dans les vastes étendues désertiques de la toundra arctique russe, où le vent souffle sans relâche sur les plaines ouvertes et où les températures chutent bien en dessous de zéro, une petite silhouette fantomatique survit à l'hiver avec une ruse hors du commun. Le renard polaire, compact, ingénieux et d'un opportunisme sans bornes, est l'un des survivants les plus remarquables du Nord. Dans un monde où la nourriture est rare et où la mort rôde de toutes parts, ce petit prédateur prospère grâce à un mélange d'instinct, de stratégie et d'une incroyable capacité d'adaptation. L'hiver transforme le renard en une créature au camouflage quasi parfait. Son pelage, autrefois brun et moucheté de gris anthracite en été, devient d'un blanc éclatant, se confondant avec les congères de la toundra. Il ne s'agit pas d'un simple changement d'apparence, mais d'une nécessité vitale. Le renard se fond parfaitement dans le paysage arctique, ce qui lui permet de traquer ses proies sans être vu. Mais cette épaisse fourrure remplit une autre fonction. C'est l'un des manteaux les plus isolants du règne animal, emprisonnant la chaleur avec une telle efficacité que le renard peut résister à des températures où le métal se brise sous l'effet du froid. La chasse hivernale est une épreuve de patience et de précision. Sous la neige se cache un monde souterrain où lemmings, campagnols et autres petits mammifères creusent des galeries isolées. Le renard polaire écoute, immobile et silencieux, ses oreilles pivotant pour déceler les faibles bruits de pas sous la surface. Puis vient le moment décisif. Le renard bondit en un arc parfait et plonge le museau en avant dans la neige, brisant la croûte d'un geste précis et maîtrisé. Ce comportement emblématique, appelé chasse à la souris,
est un chef-d'œuvre de chasse instinctive. Une attaque réussie peut faire la différence entre la survie et la famine. Pourtant, même les meilleurs chasseurs ne peuvent se fier uniquement à leur habileté durant l'hiver arctique. Le territoire est impitoyable. C'est pourquoi le renard polaire a développé l'une de ses stratégies les plus brillantes, l'art de suivre les géants. Lorsqu'un ours polaire capture une proie, généralement un phoque arraché à la banquise, le renard n'est jamais loin. Il le suit à distance respectueuse, guettant les restes. Une seule proie peut nourrir un renard pendant des jours, voire des semaines, surtout lorsque la carcasse gèle et se conserve naturellement à l'air libre. Le flair du renard lui permet de détecter ses restes à des kilomètres à la ronde, le guidant vers les repas vitaux laissés par les plus grands prédateurs. Mais le charognage n'est pas l'apanage des ours. Le renard est un infatigable chasseur. Il patrouille la toundra à la recherche de carcasses d'oiseaux, de poissons abandonnés par les tempêtes ou de restes mis au jour par le mouvement des glaces. Il met même de la nourriture en réserve, enterrant les restes dans des congères ou des fosses peu profondes, créant ainsi un réseau de cachettes secrètes auxquelles il peut se réfugier en cas de famine. Sa mémoire de ces cachettes est remarquable, et chaque réserve constitue une petite assurance contre l'imprévisibilité du climat arctique. Dans les vastes forêts de bouleaux, de pins et de forêts mixtes qui s'étendent sur des milliers de kilomètres à travers la ceinture forestière russe, évolue un animal dont l'intelligence et l'adaptabilité ont fait de lui l'un des prédateurs les plus redoutables au monde. Le renard roux. Élégant, au pelage flamboyant et toujours aux aguets, le renard vit en perpétuel mouvement, arpentant un paysage hivernal où les opportunités sont fugaces et le danger tapis dans l'ombre des fourrés. Mais contrairement à nombre d'animaux de l'hiver russe, le renard roux ne se contente pas de survivre à cette saison. Il y prospère. Sa survie repose avant tout sur son comportement de chasse le plus emblématique. Alors que la neige recouvre le sol forestier d'une épaisse couche isolante les petits rongeurs qui s'y faufilent, le renard lève la tête et tend l'oreille. Tout s'immobilise. Le vent, les arbres, même sa propre respiration. Ses oreilles, fines et agiles, capte les moindres vibrations, le tremblement d'une patte de souris, le bruissement de la fourrure contre la paroi d'un tunnel dissimulé. L'instant d'après, le renard bondit dans un mouvement presque théâtral. Il s'élance dans les airs en une parabole parfaite, le fameux saut de la souris. Les pattes avant tendues et le museau pointé vers le bas, il perce la croûte de neige et fond sur sa proie sans méfiance. Une seule attaque réussie lui assure un repas chaud dans un pays où chaque calorie compte. Mais le renard roux est bien plus qu'un chasseur spécialisé. C'est un opportuniste hors pair. Contrairement au renard polaire du Grand Nord, le renard roux partage son territoire avec les loups, les lynx, les sangliers, les hiboux et les humains. Cette compétition façonne son comportement. Le renard apprend vite quelles zones regorgent de nourriture, quels chemins sont sûrs et quand il doit se fondre dans le couvert pour éviter de devenir une proie. L'hiver l'oblige à diversifier son alimentation bien au-delà des rongeurs. Il fouille les carcasses de proies abandonnées, suit les corbeaux jusqu'aux dépouilles, déterre des larves de coléoptères, pêche le long des berges non gelées et pille même les réserves des écureuils. Durant les mois de disette, il peut déterrer des baies enfouies ou grignoter des fruits gelés laissés par les derniers arbres d'automne. Leur ruse s'étend bien au-delà de la nature sauvage. À mesure que la neige s'épaissit et que les forêts se taisent, les renards se dirigent souvent vers les villages et les hameaux isolés, se faufilant dans les paysages humains avec une subtilité fantomatique. Là, le renard compte sur son intelligence pour exploiter de nouvelles sources de nourriture. Restes de nourriture près des granges, rongeurs attirés par les réserves de grains ou encore les ordures laissées devant les maisons. Ce lien avec l'homme n'est pas nouveau. En Russie, les renards vivent aux côtés des humains depuis des siècles, adaptant leurs habitudes pour survivre dans les champs, face aux chiens de garde des troupeaux et au rythme imprévisible de la vie rurale. Ils ne sont ni totalement sauvages ni totalement domestiques. Ils vivent dans un équilibre fragile entre les deux.
À travers la toundra du nord de la Russie, où l'horizon s'étend à perte de vue et où la terre semble sculptée dans la glace, une créature règne en maître sur les vastes plaines silencieuses avec une immobilité royale. La chouette Harfang. Parée d'un plumage blanc immaculé et couronnée d'yeux dorés et fixes, elle se dresse telle une sculpture vivante sur une butte balayée par les vents. Mais sous son calme apparent se cache une chasseuse parfaitement adaptée aux rythmes impitoyables de l'hiver arctique. La chouette Harfang est un prédateur dont l'activité est rythmée par les cycles naturels, notamment par les fluctuations des populations de rongeurs. Les années fastes, lorsque les lemmings et les campagnols abondent, elle prospère. Les années difficiles, lorsque les proies se raréfient, elle doit parcourir de vastes étendues, traversant les steppes gelées à la recherche de nourriture. Ces cycles déterminent tout, les migrations, le succès de la reproduction et même la survie des oisillons. La chouette Harfang ne vit pas simplement dans l'Arctique, elle est entièrement tributaire de ses plus petits habitants. Ses adaptations comportementales à l'hiver sont exceptionnelles. Alors que de nombreux oiseaux migrent vers le sud à l'arrivée du froid, la chouette Harfang reste sur place, grâce à sa capacité à résister à des températures qui gèleraient la plupart des créatures en quelques minutes. Son plumage, épais, dense et descendant jusqu'aux pattes, constitue l'un des isolants naturels les plus efficaces du règne aviaire. Sous cette douceur apparente se cache cependant une chasseuse musclée et redoutable, capable d'une vitesse fulgurante. La chasse est un art qui exige patience et précision. Du haut d'un monticule de neige ou d'un rocher saillant, la chouette scrute la toundra, à l'affût du moindre grattement d'un rongeur sous la croûte de neige. Ses oreilles, dissimulées sous un épais duvet, sont asymétriques, ce qui lui confère une acuité auditive remarquable. Le moment venu, elle fond sur sa proie d'un vol silencieux, un chef-d'œuvre d'évolution qui atténue le flux d'air et rend sa descente d'un calme absolu. Contrairement à de nombreux rapaces qui privilégient les piquets aériens, la chouette Harfang préfère les attaques directes et puissantes. Elle plane souvent un instant, ajustant son angle avant de plonger serres en avant dans la neige. Avec une force incroyable, elle brise la couche de neige pour saisir sa proie. Un seul lemming suffit à la nourrir pendant des heures. En cas de disette, une chouette peut en capturer des dizaines par jour. Cette abondance est toutefois contrebalancée par les années de disette, où la faim la pousse à descendre plus au sud, jusque dans les forêts et les terres agricoles en quête de chaleur et de nourriture. Se reproduire à l'ombre de l'hiver est un pari risqué. Les harfans des neiges choisissent leur site de nidification en terrain dégagé, sur des crêtes plates de toundra ou des pentes douces, où la visibilité est optimale. Ils creusent une légère dépression dans le sol, qu'ils tapissent de quelques herbes ou plumes. Leur décision de se reproduire dépend entièrement de la disponibilité des proies. Les années d'abondance de rongeurs, ils peuvent pondre de grandes couvées, parfois 10 œufs ou plus. Les années de disette, ils peuvent ne pas se reproduire du tout, préférant économiser leur énergie pour survivre. Dans les montagnes escarpées et enneigées de l'est de la Russie, où les falaises rocheuses se dressent comme des vagues gelées et où les forêts s'accrochent précairement aux pentes abruptes, vit l'une des créatures les plus discrètes des étendues sauvages hivernales, le cerf porte-musc de Sibérie. Petit, solitaire et d'une grâce presque aérienne, ce cerf est unique en son genre. Issu d'une lignée ancestrale, façonnée par des millions d'années d'évolution, il affronte le rude hiver russe avec une agilité, une prudence et une résilience tranquille. La caractéristique la plus frappante du cerf porte-musc est sans conteste ses longues canines recourbées qui descendent de la mâchoire supérieure telles les crocs d'un vampire forestier délicat. Ces défenses acérées, présentes surtout chez les mâles, ne servent pas à la prédation mais sont des symboles de dominance, utilisés lors des conflits territoriaux et des compétitions pour la reproduction. Elles remplacent entièrement les bois, faisant du cerf porte-musc une espèce rare de cervidé où l'élégance l'emporte sur la force brute. En hiver, lorsque les forêts s'assombrissent et que la saison des amours s'achève, les canines scintillent encore sur la neige, conférant à ce petit cervidé une apparence à la fois fragile et redoutable. La survie en milieu froid commence par la connaissance du terrain. Contrairement aux wapitis ou aux orignaux qui se déplacent aisément dans la neige profonde, le cerf porte-musc fréquente les falaises les plus abruptes et les crêtes les plus acérées, des lieux où peu de prédateurs osent s'aventurer. Ses membres sont fins mais d'une force surprenante, et ses sabots, parfaitement adaptés à l'adhérence, sont tranchants, flexibles et capables de s'écarter pour lui assurer l'équilibre sur les rochers glacés. En un clin d'œil,
le cerf porte-musc peut gravir une pente quasi verticale et disparaître dans des crevasses qui semblent inaccessibles à tout ongulé. Cette maîtrise des terrains accidentés constitue sa meilleure protection. Cependant, les chutes de neige compliquent la vie du cerf porte-musc. Les épaisses couches de neige ralentissent ses déplacements, ensevelissent sa nourriture et l'exposent aux loups et aux lynx. Pour survivre, il doit adopter un régime alimentaire sélectif et des habitudes alimentaires méticuleuses. Il broute des lichens, des mousses, des aiguilles de pin, de jeunes pousses et les tendres bourgeons des arbustes, une végétation suffisamment robuste pour résister aux longs hivers russes. Brouter prend du temps, et le cerf porte-musc doit se nourrir avec prudence, levant souvent la tête pour scruter les alentours. Un seul faux pas à découvert peut lui être fatal. Échapper aux prédateurs est un art. Face au danger, le cerf porte-musc ne court pas en terrain découvert. Il se réfugie plutôt dans d'étroites crevasses, bondit sur des rochers ou emprunte d'anciens sentiers à flanc de falaises, connus des seuls siens. Son cœur s'emballe, mais ses mouvements restent gracieux et légers, ne laissant que de légères empreintes dans la neige. Acculé, il peut rester parfaitement immobile, comptant sur son pelage d'hiver brun tacheté pour se fondre dans la roche et l'ombre. Ce n'est qu'une fois le danger écarté qu'il reprend sa paisible route à flanc de montagne. Sous le paysage hivernal russe, sous la croûte de neige scintillante, sous la surface gelée où rôdent les prédateurs et où hurlent les vents, se cache une civilisation. Un monde que peu de regards contemplent, et pourtant l'un des écosystèmes les plus vitaux de tout l'hémisphère nord. Ce royaume secret, c'est la couche subnivale, l'espace entre le sol et le manteau neigeux, où la chaleur est emprisonnée et où la vie persiste malgré le froid glacial de l'Arctique. Et dans ce fragile monde souterrain, règnent les véritables artisans de la survie hivernale, campagnols, lemmings et autres petits rongeurs. Pour le monde extérieur, ils sont presque invisibles, non pas parce qu'ils sont rares, mais parce qu'ils ont maîtrisé l'art de vivre à l'abri des regards. Dès les premières neiges abondantes, ces minuscules créatures se mettent à creuser des réseaux complexes de tunnels dans les couches inférieures et molles de la neige. La surface durcit, formant un toit protecteur qui les préserve des hiboux, des renards et des vents glacials. À l'intérieur de leur tunnel, sombre, humide et étonnamment chaud comparé à l'extérieur hostile, les rongeurs se déplacent avec assurance, courant d'une galerie à l'autre, se nourrissant, nichant et échappant aux rigueurs de la surface. Les campagnols comptent parmi les architectes les plus actifs de ce labyrinthe sous Nive. Leur corps rond et leur énergie infatigable leur permettent de creuser sans effort à travers l'isolant de la neige. Ils créent de vastes galeries qui peuvent s'étendre sur plusieurs mètres dans toutes les directions, reliant les sources de nourriture aux nids tissés d'herbes sèches. Même sous 1 mètre de neige, les campagnols trouvent des graines, de l'écorce et des tiges pour se nourrir. Leur monde, bien que caché, est en perpétuel mouvement. Des centaines de petites pattes façonnent la cité silencieuse sous la surface hivernale. Les lemmings, symboles emblématiques de l'Arctique, prospèrent particulièrement bien dans ces couloirs enneigés. Leur population fluctue considérablement au fil des cycles, atteignant des niveaux records lors des années de forte abondance. Lorsque leur nombre augmente, le monde sous-nival se transforme en une véritable métropole grouillante. Les lemmings se reproduisent même en hiver,
une caractéristique rare chez les petits mammifères, et leurs populations peuvent exploser sous la couche de neige, alimentant un vaste réseau de prédateurs. Une famille de harfang des neiges, par exemple, peut dépendre entièrement des lemmings pour élever ses petits. De cette manière, ces rongeurs sous-nivales constituent la base du réseau trophique hivernal, nourrissant des animaux bien plus imposants qu'eux. Mais la vie sous la neige n'est pas sans danger. Lors de brusques dégels, les tunnels peuvent s'effondrer et se regeler, piégeant les rongeurs sous des barrières solides. Il arrive que des renards et des hermines détectent des mouvements au-dessus et plongent dans la neige pour attraper leur proie. Malgré tout, la discrétion reste le principal atout des rongeurs. Ils comptent sur leurs mouvements silencieux, leur passage dissimulé et l'isolant de la neige pour survivre. Alors que de nombreux oiseaux de Russie fuient l'hiver en migrant vers le sud, quelques espèces remarquables restent sur place, affrontant de front les tempêtes glaciales et les paysages gelés. Ce sont les intrépides survivants des mois froids, des oiseaux dont le corps, les instincts et les comportements ont été façonnés par l'évolution pour résister à des conditions qui terrassent même les mammifères les plus robustes. Parmi eux, 3 se distinguent comme des icônes de l'endurance. La chouette lapone, le grand tétras et le lagopède alpin. Perchée dans les forêts silencieuses de la taïga sibérienne, la chouette lapone se dresse telle une gardienne de l'hiver, massive et immobile, drapée d'un doux plumage gris qui se fond dans les troncs givrés. Son envergure atteint presque 1 mètre, et pourtant elle vole dans un silence étonnant. L'hiver aiguise ses sens. La neige recouvrant le sol et dissimulant ses proies, la chouette compte sur son ouïe extraordinaire. Ses profonds disques faciaux canalisent le son directement vers ses oreilles asymétriques, lui permettant de détecter le moindre bruissement d'un campagnol dans l'épaisse couche de neige. Lorsque sa cible se dévoile, la chouette s'élance dans un vol plané lent et précis, ajustant sa trajectoire en plein vol par des battements d'ailes précis avant de planter ses serres dans la neige. La chouette lapone peut percer la neige croûtée, parfois sous plus d'un demi-mètre d'épaisseur, pour atteindre les rongeurs qui s'y cachent. Ainsi, elle devient l'un des super-prédateurs de l'hiver, l'équivalent aérien des loups et des lynx au sol. Sur le sol forestier, dissimulé sous la canopée d'épicéas et de pins, le grand tétras se déplace avec une lourdeur préhistorique. Ce tétras des bois massifs, l'un des plus grands au monde, affronte l'hiver par une remarquable transformation de son régime alimentaire et de son comportement. Lorsque les insectes et les baies disparaissent, il se tourne vers la seule nourriture disponible, les aiguilles de pin. Pour digérer ce régime résineux, le grand tétras développe un jabot hypertrophié et musclé, ainsi qu'une flore intestinale spécialisée. Ses journées d'hiver sont lentes et économes en énergie. Il grimpe aux branches basses au petit matin, coupant les aiguilles de son puissant bec, avant de se réfugier dans d'épais fourrés où la neige étouffe le vent et le protège des prédateurs. Lors des tempêtes de neige, le grand tétras peut s'enfouir dans la neige molle, utilisant l'isolant neigeux comme un abri naturel. À l'intérieur de ces terriers enneigés, il dort au chaud malgré des températures extérieures largement inférieures à 0. Mais la transformation hivernale la plus étonnante est sans doute celle du lagopède alpin, maître du camouflage saisonnier. À l'approche de l'hiver, son plumage brun moucheté tombe progressivement, remplacé par un manteau d'un blanc immaculé, se fondant parfaitement dans la toundra enneigée et les pentes alpines. Ses pattes emplumées lui servent de raquettes naturelles, répartissant son poids et lui permettant de marcher sur la neige poudreuse là où d'autres oiseaux s'enfonceraient.
Lorsque le froid s'intensifie, le lagopède s'enfouit simplement sous la neige, creusant de petits terriers qui lui procurent chaleur et protection, à l'instar des abris sous-nivales des rongeurs. Son régime alimentaire devient tout aussi opportuniste, brindilles, bourgeons, baies et toute végétation robuste qu'il peut déterrer. Face au danger, le lagopède fait confiance à son camouflage et reste parfaitement immobile, tandis que renards et rapaces passent à quelques mètres. Chaque hiver, tandis que les paysages nordiques se figent sous le gel et que les jours raccourcissent, des millions d'oiseaux prennent leur envol dans un spectacle d'endurance, de mémoire et d'instinct. Parmi les migrateurs les plus emblématiques des régions boréales et arctiques figurent les grues, les cygnes et les oies, espèces qui ont développé des ailes puissantes, un métabolisme efficace et des systèmes de navigation extraordinaires leur permettant de parcourir des milliers de kilomètres. Leur départ rythme le cycle des saisons dans l'hémisphère nord et leur retour au printemps est l'un des premiers signes de renaissance. Différentes espèces empruntent des voies de migration distinctes, chacune façonnée par une géographie ancestrale et des ressources écologiques spécifiques. Les grues suivent souvent des routes étroites et traditionnelles, des couloirs aériens séculaires transmis de génération en génération. Ces voies de migration relient les aires de reproduction septentrionales de Sibérie, d'Alaska et de Scandinavie aux zones d'hivernage en Chine, en Inde, en Afrique et en Méditerranée. Les cygnes, notamment les cygnes chanteurs et les cygnes de la toundra, parcourent de plus larges routes à travers l'Eurasie, faisant halte dans les zones humides, les lacs et les estuaires riches en végétation. Les oies, comme les bernaches nonnettes, les oies des neiges et les oies cendrées, volent en immenses volées le long de voies de migration bien connues, telles que celles de l'Atlantique Est et d'Asie centrale. Ces routes ne sont pas des lignes droites, mais des réseaux sinueux façonnés par les conditions météorologiques, l'aide du vent, les obstacles comme les montagnes et les mers, et la disponibilité de sites de repos sûrs. Certaines étapes migratoires peuvent couvrir des centaines de kilomètres par jour, tandis que d'autres consistent en des vols sans escale grâce aux réserves de graisse accumulées durant l'automne. La migration n'est pas un vol paisible, mais un véritable parcours du combattant. Les tempêtes peuvent disperser les volées, les forçant à des atterrissages d'urgence qui les rendent vulnérables aux prédateurs. Des gelées soudaines peuvent détruire les zones humides de halte migratoire. Le brouillard et les tempêtes de neige réduisent la visibilité et perturbent l'orientation. L'activité humaine engendre de nouveaux dangers. La destruction des habitats dans les aires de halte migratoire prive les oiseaux de la nourriture nécessaire pour se ravitailler. Les lignes électriques, les éoliennes et l'éclairage urbain présentent des risques de collision. La chasse, légale ou illégale, persiste dans certaines régions. Les jeunes oiseaux, lors de leur première migration, sont particulièrement vulnérables. Ils doivent apprendre la dynamique des groupes, repérer les sites d'alimentation sûrs et s'adapter aux conditions météorologiques tout en parcourant des milliers de kilomètres. Pour les grues, les cygnes et les oies, les haltes migratoires ne sont pas une option, elles sont essentielles. Les zones humides, les deltas, les marais et les terres agricoles réhabilitées leur fournissent les glucides et les protéines nécessaires à la récupération de leurs muscles. Sur des sites emblématiques comme le bassin de l'Amour, les zones humides de Bharatpur en Inde et la mer des Wadden en Europe, des dizaines de milliers d'oiseaux se rassemblent simultanément. Ces sanctuaires temporaires leur permettent de se reposer, d'interagir entre eux et de synchroniser leur vol de retour. Une arrivée inopportune sur un site appauvri ou perturbé peut être fatale. C'est pourquoi le calendrier migratoire est finement réglé. De nombreuses espèces ne partent que lorsque la direction du vent, la température et leurs réserves de graisse interne sont parfaitement alignées. L'aspect le plus étonnant de la migration réside peut-être dans la capacité des oiseaux à s'orienter avec une telle précision. Grues, cygnes et oies se fient à une combinaison d'indices environnementaux, la position du soleil, les étoiles, le champ magnétique terrestre, les côtes familières et même les odeurs qui se répandent dans le paysage. Les jeunes apprennent souvent la route en suivant les adultes expérimentés, tissant ainsi des chaînes de transmission du savoir qui peuvent perdurer pendant des siècles. La panthère de l'Amour, souvent surnommée le fantôme de la taïga, est l'un des félins les plus insaisissables et les plus menacés de la planète.
Seule une infime population survit dans l'extrême-orient russe et le nord-est de la Chine. Ce prédateur solitaire évolue dans un paysage de crêtes escarpées, de forêts denses et de longs hivers enneigés. Son existence est entièrement rythmée par la rareté des proies, du territoire et des partenaires. Malgré ces difficultés, la panthère de l'amour a développé des adaptations comportementales et physiques remarquables qui lui permettent de survivre dans l'un des habitats les plus hostiles qu'un félin puisse fréquenter. Les léopards de l'amour sont principalement nocturnes et sortent au crépuscule pour patrouiller les pentes rocheuses et les vallées boisées de leur territoire. Leur comportement est caractérisé par la furtivité. Ils se déplacent silencieusement dans la neige profonde grâce à leurs larges pattes recouvertes de fourrure qui leur servent de raquettes naturelles, répartissant leur poids et les empêchant de s'enfoncer. Contrairement aux tigres, qui misent sur la force, les léopards privilégient l'agilité et l'embuscade. Ils traquent leur proie depuis les hauteurs, perchés sur des falaises ou des troncs d'arbres tombés, avant de lancer une attaque fulgurante et précise. En hiver, cette technique de chasse devient encore plus cruciale. Les proies sont alertes, vulnérables et souvent rares. Le léopard doit économiser son énergie et évite donc les longues poursuites. Il cache plutôt ses proies en hauteur, dans les arbres ou dans un couvert dense, pour les protéger des charognards. Ces réserves de nourriture peuvent le nourrir pendant plusieurs jours, une stratégie essentielle dans un habitat où chaque calorie compte. Malgré leur nature solitaire, les léopards de l'amour communiquent par marquage olfactif, grattage au sol et cris qui résonnent dans la vallée pendant la saison des amours. Les mâles suivent parfois les femelles pendant plusieurs jours, mais après l'accouplement, chacun reprend sa vie. Aujourd'hui, la population de léopards de l'amour compte moins de 200 individus à l'état sauvage. Cette population réduite est confrontée à d'intenses pressions génétiques, une faible diversité, des risques de consanguinité et une grande vulnérabilité aux maladies. Un simple incendie de forêt, un hiver rigoureux ou un acte de braconnage pourrait décimer une part importante des félins restants. Les petites populations engendrent également des difficultés comportementales. La recherche d'un partenaire peut nécessiter de parcourir d'énormes distances, obligeant parfois les léopards à traverser des routes, des zones d'exploitation forestière ou des habitations humaines. Les programmes de conservation surveillent attentivement les individus, suivent les lignées familiales et entretiennent des corridors protégés reliant les habitats fragmentés. Chaque petit compte, chaque naissance est une victoire contre l'extinction. Les léopards de l'amour ont besoin de vastes territoires, souvent de 100 à 300 km² selon la disponibilité des proies. Les mâles occupent des territoires encore plus étendus, qui chevauchent ceux de plusieurs femelles. Ces territoires sont façonnés par le paysage, pentes abruptes où se rassemblent les serres, vallées fluviales riches en végétation et ravins abrités offrant des sites de tanières. Le marquage du territoire est essentiel. Un domaine clairement défini permet de réduire les conflits énergivores avec les autres léopards et garantit l'accès aux proies, dont le nombre est limité. En hiver, la neige s'accumule et les déplacements deviennent plus difficiles. Les léopards adaptent donc leurs itinéraires de patrouille en empruntant des sentiers privilégiés et des pentes abritées du vent. Les proies principales du léopard de l'amour, les chevreuils, les cerfs sika et les lièvres, se font plus rares en hiver. La neige épaisse ralentit ces animaux et masque leurs traces. Lorsque le nombre de proies diminue, la survie des léopards est directement menacée. Un léopard affamé peut s'aventurer plus près des villages à la recherche de bétail, augmentant ainsi le risque de conflits avec les humains. Pour survivre, les léopards de l'amour pratiquent la chasse opportuniste, s'attaquant aux chiens vivérins, aux blaireaux, ou même aux restes de proies laissés par les tigres. Bien que concurrents, les tigres profitent indirectement aux léopards en maintenant des populations de cerfs saines grâce à la sélection naturelle.
Dans les contrées sauvages et reculées du Grand Nord russe, où les tempêtes effacent l'horizon et où les températures chutent à des niveaux glacials, le carcajou erre tel un mythe sculpté dans la glace. Trapu, musclé et d'une force étonnante pour sa taille, le carcajou est une créature auréolée de mystère et de légende. Rares sont les animaux qui incarnent aussi parfaitement la résilience hivernale. Son monde est fait de forêts gelées, d'étendues de toundra et de montagnes enneigées, et il prospère là où d'autres périssent. Mais aucun aspect de son existence n'est plus impressionnant que son aptitude à se nourrir de charognes en hiver, son intrépidité et la férocité avec laquelle il défend sa place dans la chaîne alimentaire impitoyable. Les carcajous possèdent un odorat extraordinaire, leur permettant de détecter des carcasses enfouies sous plusieurs mètres de neige. L'hiver, saison de disette pour presque toutes les espèces, devient une aubaine pour ces petits animaux robustes. Ils parcourent d'immenses territoires, parfois des centaines de kilomètres carrés, escaladant des crêtes, traversant des rivières gelées et patrouillant des vallées reculées, toujours à l'affût de la moindre odeur de proie. Un wapiti ou un renne mort peut nourrir un carcajou pendant des semaines et il consomme presque toutes les parties de l'animal, viande, peau, os et graisse gelée. Ce comportement de charognard n'est pas le fruit du hasard, mais bien une stratégie. Les carcajous mémorisent le territoire et retournent dans les zones fréquentées par des prédateurs comme les loups ou les lynx. Ils arrivent souvent peu après le départ du prédateur ou dérobent même des morceaux de viande dans les restes mis en réserve. Dotés de mâchoires capables de broyer les os et de griffes taillées pour déchirer, les carcajous excellent dans le démembrement de carcasses gelées qui seraient fatales à des charognards plus faibles. Leurs habitudes de stockage sont tout aussi essentielles. Les carcajous traînent fréquemment des morceaux de charogne en haut des arbres, dans les crevasses rocheuses ou dans de profonds terriers, les cachant ainsi à l'abri de leurs concurrents. Le froid agit comme un congélateur naturel, préservant leur nourriture durant les mois les plus rigoureux. La réputation du carcajou comme l'un des animaux les plus féroces de l'hémisphère nord n'est pas exagérée. Bien qu'il ne pèse généralement que 10 à 18 kg, un carcajou n'hésitera pas à affronter et parfois même à repousser des animaux plusieurs fois plus gros que lui si la nourriture est en jeu. L'assurance fait partie intégrante de sa stratégie de survie. En hiver, l'énergie est précieuse. Renoncer à un repas pourrait lui coûter la vie. Un carcajou peut grogner, crier et hérisser son épais pelage pour paraître plus imposant. Sa musculature puissante et sa morsure redoutable lui permettent de tenir tête même aux loups. Dans certains cas recensés, des carcajous ont défendu avec succès des carcasses contre un loup solitaire ou un lynx, et il existe de rares récits de carcajous attaquant des proies bien plus grosses, surtout si elles sont affaiblies. Cette agressivité n'est pas de l'imprudence mais du calcul. Chaque bouchée ingérée contribue aux réserves de graisse qui leur permettent de survivre aux périodes de disette. Un carcajou qui hésite risque de perdre des calories vitales au profit de concurrents plus rapides ou plus forts. Les carcajous vivent en compétition constante avec les loups et les lynx. Les meutes de loups sont leurs adversaires les plus redoutables. Une meute n'hésitera pas à tuer un carcajou à la moindre occasion, éliminant ainsi un concurrent et s'assurant les carcasses. Pourtant, les carcajous suivent délibérément les territoires des loups, sachant que ces derniers y laissent souvent des restes de leur proie. Le carcajou compte sur sa vitesse, sa ruse et sa connaissance intime du terrain pour se faufiler entre les patrouilles des meutes et récupérer les restes. Avec le lynx, la dynamique change. Chasseur solitaire, le lynx est plus prudent, mais aussi territorial. Les carcajous suivent souvent le lynx jusqu'à ses cachettes. En présence du lynx, une confrontation peut avoir lieu. Grognements, coups de griffe et parfois même bagarre. Généralement, le lynx bat en retraite le premier. En son absence, le carcajou s'empresse de démanteler la cachette. À travers l'immensité de la toundra arctique, où l'hiver efface les couleurs et où le silence règne comme une seconde couche de neige, une petite silhouette se meut avec une rapidité fulgurante. Le lièvre arctique, compact, musclé et drapé d'un blanc immaculé, est l'un des survivants les plus remarquables de la région. C'est un athlète sculpté par le gel et le vent, une créature dont la survie même dépend de sa capacité à échapper au danger et à se fondre parfaitement dans un paysage de glace et d'immensité. En hiver, le lièvre arctique se confond presque avec la neige qui l'entoure. Son pelage se transforme en un blanc dense et éclatant, absorbant peu de chaleur mais offrant une isolation exceptionnelle. Le camouflage est quasi parfait. Sur une toile infinie de congères balayées par le vent et de plaines cristallines, le lièvre n'apparaît plus que comme un monticule de neige sculpté.
Cette invisibilité n'est pas un luxe mais sa meilleure défense. Les prédateurs de l'Arctique, du harfang des neiges au lynx en passant par le loup, sont extrêmement sensibles au moindre mouvement. Un lièvre immobile peut passer totalement inaperçu, même à quelques mètres de distance. Ce n'est que lorsque le vent tourne ou qu'une ombre se projette trop près qu'il révèle sa véritable force. Le lièvre arctique compte parmi les animaux les plus rapides de la toundra, capable d'atteindre des vitesses de 60 km/h. Mais son véritable génie réside dans sa capacité à courir sur une croûte de neige qui s'effondre sous le poids de prédateurs plus lourds. Ses pattes arrière, longues et puissantes, agissent comme des ressorts, lui permettant d'effectuer des bonds explosifs sur des distances surprenantes. Juste derrière, ses larges pieds velus font office de raquettes naturelles, répartissant son poids avec une telle légèreté qu'il effleure à peine le sol. Ceci lui confère un avantage considérable pour fuir les loups ou les renards qui s'enfoncent profondément à chaque pas. La chasse se déroule souvent comme un ballet dramatique. Les prédateurs s'enfoncent, se précipitent, bondissent en avant, tandis que le lièvre glisse sans effort sur le terrain gelé. À pleine vitesse, le lièvre zigzague entre les collines, traverse les plaines glacées et change de direction avec une agilité stupéfiante. Son cœur bat la chamade, son souffle est court et haletant, mais ses instincts restent aiguisés comme des rasoirs, chaque mouvement, chaque bond étant guidé par un instinct de survie profondément ancré en lui. Bien que souvent solitaires durant les mois chauds, les lièvres arctiques se regroupent en plus grands groupes en hiver, formant parfois des colonies de plusieurs dizaines, voire de centaines d'individus. Ces rassemblements remplissent plusieurs fonctions: se protéger des prédateurs, se réchauffer grâce à la proximité des animaux et accéder plus facilement aux zones d'alimentation exposées au vent où la végétation est abondante. Un groupe de lièvres arctiques sur la toundra offre un spectacle presque surréaliste. Leurs corps blancs, blottis les uns contre les autres dans une immobilité prudente, se fondent dans la neige jusqu'à ce qu'un mouvement soudain révèle leur présence. Dérangés, les lièvres peuvent se mettre à courir de façon synchronisée et se disperser à travers la plaine avec une rapidité étonnante. Ce mouvement collectif désoriente les prédateurs qui peinent à isoler une proie. Sous les paysages glacés de Russie se cache un monde que peu de gens ont la chance d'apercevoir. Un royaume scellé sous d'épaisses couches de glace, où l'eau ralentit, la lumière s'estompe et la survie repose sur d'anciennes adaptations d'une précision remarquable. L'hiver transforme les rivières et les lacs en prisons de cristal. Pourtant, la vie continue sous leurs voûtes gelées, s'écoulant au rythme paisible tandis que le monde d'en haut est balayé par les blizzards, les prédateurs et les tempêtes. Ici, sous la glace, les poissons glissent sur les courants glacés, les amphibiens hibernent et des mammifères semi-aquatiques comme les loutres et les castors se créent des îlots de chaleur propices à la vie, même en cette saison rigoureuse. Avec la chute brutale des températures, les rivières russes subissent une transformation lente mais spectaculaire. Leur surface se couvre d'abord de fins cristaux de glace, formant des motifs délicats qui scintillent sous le faible soleil boréal. Au fil des jours, ces cristaux fusionnent, s'épaississant en une couche qui s'étend à chaque nuit glaciale. Dans les ruisseaux et les étangs plus petits, la glace peut atteindre plus d'1 mètre d'épaisseur, isolant l'eau des vents mordants. Sous la glace, les poissons doivent survivre dans des conditions qui seraient fatales à la plupart des créatures. L'oxygène se raréfie à mesure que les plantes entrent en dormance et que le courant ralentit. Pour s'adapter, les poissons réduisent considérablement leur métabolisme. Brochets, perches et corégones de Sibérie dérivent lentement, économisant chaque calorie. Leurs mouvements sont minimes, de légers battements de nageoires,
de lents glissements et des périodes de repos immobile près du fond. Certaines espèces modifient leur composition sanguine. Leurs cellules deviennent plus efficaces pour capter de faibles quantités d'oxygène dissous. D'autres, comme certaines espèces de carpes et de loches, peuvent même tolérer des niveaux d'oxygène dangereusement bas en empruntant des voies métaboliques alternatives. Elles peuvent se rassembler près de sources sous-marines où l'oxygène est plus abondant ou près d'endroits où la glace est plus fine et où les échanges gazeux ont encore lieu. Les amphibiens sont confrontés à l'un des défis les plus redoutables qui soient. Grenouilles et salamandres ne peuvent survivre aux températures glaciales. Elles entrent alors en hibernation profonde. De nombreuses espèces s'enfouissent dans la vase au fond des étangs, ralentissant leur rythme cardiaque jusqu'à des pulsations à peine perceptibles. Certaines grenouilles, chose incroyable, tolèrent même un gel partiel. Leur corps se gorge de glucose qui agit comme un antigel naturel, empêchant les cristaux de glace de détruire leurs cellules. Englués dans la boue et le givre, ces amphibiens deviennent des statues, attendant le moindre souffle printanier pour se réveiller. Les loutres de rivière comptent parmi les rares créatures à rester pleinement actives sous la glace. Agiles, curieuses et chasseuses acharnées, elles se faufilent par des ouvertures, appelées trous d'aération, qu'elles entretiennent le long des berges. Sous l'eau, elles se déplacent avec une grâce fluide et naturelle, se faufilant entre les plantes immergées, les troncs d'arbres tombés et les silhouettes lentes des poissons. Leur fourrure dense emprisonne l'air chaud contre leur peau, les isolant même dans une eau glaciale. Les loutres misent sur la vitesse et la précision, une attaque soudaine, une rotation, un claquement de mâchoire, et leur proie est capturée. Les castors, eux, jouent à un tout autre jeu. Leurs huttes, d'imposants dômes de troncs et de boue, se transforment en forteresses de chaleur durant l'hiver. Sous la glace, ils accèdent à des entrées sous-marines inaccessibles aux prédateurs. À l'intérieur, des chambres tapissées de bois déchiqueté restent étonnamment chaudes grâce à la chaleur corporelle partagée par toute la famille. Sur la surface gelée du lac Baïkal, l'hiver arrive tel un sculpteur, ciselant les vagues en crêtes de glace bleue, polissant le lac jusqu'à ce qu'il ressemble à une immense nappe de cristal. Sous ce monde gelé se cache le lac le plus profond de la Terre, une étendue d'eau plus ancienne que nombre de chaînes de montagnes. Et vivant en son sein, parfaitement adapté à son froid ancestral, se trouve l'une des créatures les plus emblématiques et mystérieuses de Russie, le phoque du Baïkal ou Nerpa. Ces petits phoques au corps rond sont les seuls pinnipèdes au monde vivant exclusivement en eau douce, une espèce façonnée par des millénaires d'isolement. L'hiver n'est pas simplement une saison pour eux, c'est l'épreuve déterminante qui rythme leur vie. Lorsque le froid s'intensifie, les femelles phoques du Baïkal entament l'un des actes les plus délicats de leur vie. Elles creusent des tanières, appelées tanières de mise bas, dans les congères qui s'accumulent sur les épaisses plaques de glace. Ces tanières servent de chambres isolées, protégeant les nouveau-nés de températures pouvant descendre bien en dessous de moins 30 degrés Celsius. À l'intérieur de ces abris en forme de dôme pâle, l'air est plus chaud, feutré et immobile. Une mère y donne naissance à un unique petit, enveloppé d'une fourrure blanche et laineuse. Durant les premiers jours, le petit ne touche jamais l'air libre. Il tète dans l'obscurité, entièrement protégé par la chaleur de son terrier. La mère entretient régulièrement des trous pour respirer, creusant la neige pour assurer un apport d'air frais et un accès rapide à l'eau en contrebas. Tandis que le monde à la surface demeure silencieux et figé, les phoques du Baïkal naviguent dans les eaux sombres et glacées avec une assurance étonnante. Leurs grands yeux brillants leur permettent de voir clairement dans la pénombre sous la banquise et leurs vibrisses détectent les moindres vibrations sous-marines, une capacité essentielle pour chasser le thon gras du Baïkal, le chabot et la célèbre espèce endémique du lac, la golomianka. Les phoques creusent de multiples trous de respiration sur leur territoire, qu'ils maintiennent ouverts en les grattant et en les creusant quotidiennement. Ces trous leur servent de carte personnelle, leur permettant de parcourir
parcourir d'énormes distances sous le lac gelé sans jamais avoir à remonter à la surface dans l'air froid. Dans ces eaux quasi glaciales, leur épaisse couche de graisse et leur fourrure dense emprisonnent la chaleur près de leur corps, ce qui leur permet de chasser pendant des heures. La chasse se pratique principalement au crépuscule ou dans l'obscurité la plus totale, lorsque les phoques glissent silencieusement dans d'anciens canyons sous-marins creusés dans le lit du lac. Le monde sous la glace du Baïkal est étrange, immense et d'une profondeur à couper le souffle, et le Nerpa s'y déplace avec la même aisance qu'un oiseau dans le ciel. Sur Terre, les phoques du Baïkal n'ont pratiquement aucun prédateur naturel. Mais en hiver, leurs petits sont vulnérables. Lorsque la neige est fine, les renards et même les corbeaux peuvent s'introduire dans leur tanière et tuer les jeunes sans défense. Il arrive que des loups rôdent à la surface du lac lors des hivers rigoureux, bien que les rencontres soient rares. Sous l'eau, les phoques règnent en maîtres, rapides, agiles et peu menacés. Leur plus grand danger ne vient ni de leurs griffes ni de leurs dents, mais des changements de leur environnement. Ces dernières décennies, l'une des menaces les plus pressantes pesant sur les phoques du Baïkal n'est pas d'origine naturelle, mais liée au réchauffement climatique. Les hivers raccourcissent, la glace se forme plus tard et les chutes de neige deviennent imprévisibles. Faute de congères profondes et stables, les tanières de mise bas s'effondrent, exposant les petits au froid mortel et aux prédateurs affamés. Dans l'immense silence de l'hiver sibérien, les forêts de pins se dressent comme d'anciens gardiens, piliers de verdure émergeant d'un océan de blanc. Leurs aiguilles scintillent de givre, leurs branches plient sous le poids de la neige, et l'air est imprégné des senteurs de résine et de terre froide. Mais sous cette immobilité se cache l'un des réseaux écologiques les plus complexes et les plus subtils de Russie. Ici, la survie repose sur le pin, cœur battant de la forêt, et sur les espèces qui en dépendent durant les mois les plus sombres et les plus froids de l'année. Au cœur des cônes des pins de Sibérie se cache le plus précieux trésor hivernal de la forêt, les pignons. Riches en matières grasses et en protéines, ces graines constituent le carburant qui permet à d'innombrables espèces de survivre aux rigueurs de l'hiver. Leur abondance, ou leur rareté, peut influencer toute la saison. Les iblines, les écureuils roux, les tamias et les casse-noix dépendent tous des pignons de pin. Le casse-noix de Sibérie, oiseau intelligent doté d'un bec puissant, est le principal semeur et propagateur de ces forêts. En été, il enfouit des dizaines de milliers de graines dans le sol. En hiver, il retourne à ses cachettes secrètes, sa mémoire étant d'une précision étonnante, et se nourrit des pignons riches en énergie, enfouis sous la neige. Les écureuils font de même, mais avec moins de discipline et beaucoup plus d'enthousiasme. Tout au long de l'automne, ils amassent des pommes de pin dans des accès d'activité chaotiques, remplissant les trous des troncs d'arbres, les bûches creuses et les chambres souterraines de cette précieuse ressource forestière. Ces réserves sont essentielles à leur survie. Sans elles, un écureuil affamé n'a guère de chance face au froid sibérien. L'écureuil roux est l'un des habitants les plus visibles des forêts de pins en hiver. Avec sa queue touffue et ses mouvements fulgurants, il bondit d'une branche glacée à l'autre avec une agilité quasi miraculeuse. Son pelage d'hiver s'épaissit et prend une teinte gris argenté douce, se fondant aisément dans le paysage monochrome. Durant la saison froide, ils parcourent leur réseau de réserves alimentaires cachées, rationnant soigneusement leurs provisions. De temps à autre, ils pillent des caches oubliées par les casse-noix ou les tamias. Chaque repas est une petite victoire dans un écosystème où l'énergie est synonyme de vie. Mais les écureuils sont aussi un maillon de la chaîne des prédateurs. Leurs traces attirent l'attention de nombreux chasseurs qui patrouillent ces forêts avec une précision discrète. Là où abondent les pignons et les écureuils, les prédateurs ne sont pas loin. La forêt de pins de Sibérie abrite toute une faune de chasseurs hivernaux. La zibeline, prédateur élégant à l'allure de belette, est d'une agilité remarquable. Elle peut poursuivre les écureuils jusque dans les arbres ou creuser des tunnels dans la neige pour tendre des embuscades aux rongeurs. Excellente grimpeuse, elle se faufile entre les branches avec une grâce féline pour attraper ses proies. Le lynx arpente le sol forestier, ses pattes s'enfonçant dans la neige comme des raquettes naturelles. Il suit patiemment les traces d'écureuils, de lièvres et
de tétras, guettant l'occasion idéale de tendre une embuscade dans le silence des pins. Les chouettes, notamment la chouette lapone, se perchent sur des branches givrées dans la faible lueur de l'aube, guettant le moindre bruissement de rongeurs dissimulés dans la neige. Leur vol silencieux transforme la pinède en un terrain de chasse où les proies perçoivent rarement le danger avant qu'il ne soit trop tard. Ces arbres sont de véritables merveilles d'adaptation. Les cèdres et les pins de Sibérie ont développé des aiguilles plutôt que de larges feuilles pour limiter la déshydratation. Leurs branches, flexibles, plient sous le poids de la neige sans se rompre. Leur écorce épaisse les protège du gel, et leurs racines s'enfoncent profondément dans le sol gelé. Leurs cônes sont des chefs-d'œuvre de conception, hermétiquement scellés pour protéger les graines en développement du froid, du vent et des animaux affamés jusqu'au moment opportun. Bien au-dessus des vallées glacées de Russie, où le vent érode la roche et où la neige recouvre les pentes vertigineuses, la vie s'accroche aux montagnes avec une ténacité que peu d'autres créatures peuvent égaler. Ici, à des altitudes vertigineuses, les hivers sont longs, les températures chutent sans pitié et la survie exige un mélange d'agilité, d'instinct et de courage. La faune de ces sommets, le bouquetin de Sibérie, le mouflon des neiges et le majestueux aigle royal, a évolué en parfaite harmonie avec les falaises, les crevasses et les crêtes périlleuses, maîtrisant l'art de vivre là où peu osent s'aventurer. Le bouquetin de Sibérie incarne à merveille la survie en haute altitude. Doté de pattes musclées et de sabots fendus qui lui servent de crampons naturels, il bondit et escalade les falaises avec une précision étonnante. En hiver, il se regroupe en petits groupes pour surveiller les prédateurs, se postant souvent comme une sentinelle sur les crêtes exposées pour scruter les vastes vallées en contrebas. Ses grandes cornes, recourbées et massives, lui servent lors des combats territoriaux et des parades nuptiales en automne, mais en hiver, elles n'ont guère d'utilité, si ce n'est pour l'équilibre et l'intimidation. Les mouflons des neiges, proches parents des chèvres de montagne, partagent cet environnement périlleux. Légèrement plus petits que les bouquetins, ils misent sur leur agilité et la vigilance de leurs troupeaux. Ils pestent en groupes serrés, se déplaçant ensemble sur les corniches et descendant souvent vers les pentes inférieures lorsque les tempêtes rendent les sommets impraticables. Les mouflons des neiges ont appris à repérer les zones à risque d'avalanche et évitent instinctivement les pentes présentant le moindre danger. Leur pelage d'hiver s'épaissit considérablement, les isolant des températures ressenties qui peuvent descendre en dessous de moins 40 degrés Celsius. Planant au-dessus de ces sommets enneigés, l'aigle royal domine les cieux. Avec une envergure de plus de 2 mètres, il se laisse porter par les courants thermiques, même dans les rafales hivernales, scrutant les crêtes enneigées à la recherche du moindre mouvement. Petits bouquetins, agneaux de mouflon et lièvres deviennent ses proies. Sa vue perçante lui permet de déceler les mouvements les plus infimes sous une fine couche de neige, et il utilise la gravité à son avantage, plongeant de très haut avec une vitesse et une puissance remarquables. Dans ces contrées de haute altitude, la survie est une lutte constante contre les éléments. Bouquetins et mouflons des neiges évoluent sur des falaises gelées et se nourrissent de ressources rares, jonglant entre risques et besoins vitaux, tandis que les aigles royaux patrouillent le ciel avec une autorité tranquille. L'hiver façonne chaque comportement, des habitudes de recherche de nourriture à la formation des groupes en passant par la vigilance face aux prédateurs, créant un monde de précision, d'endurance et d'une beauté austère. Aux confins septentrionaux de la Russie, la toundra s'étend à perte de vue, un paysage sculpté par le vent, la glace et un hiver implacable sans soleil. Ici, l'hiver n'est pas une saison, c'est un état permanent et omniprésent. Pendant des mois, l'obscurité règne, les températures chutent et des vents violents balaient les plaines gelées. La nuit polaire représente un défi unique. Privée de soleil pendant des semaines, la photosynthèse s'interrompt, bloquant la croissance des plantes et limitant la nourriture disponible. Les herbivores, tels que les rennes, les lièvres arctiques et les bœufs musqués, doivent puiser dans leurs réserves de graisse et adopter des stratégies de recherche de nourriture méticuleuses. Les rennes creusent la neige avec leurs puissants sabots pour atteindre le lichen, l'or gelé de la toundra. Les lièvres arctiques se regroupent en bancs denses, économisant leur énergie, tandis que les bœufs musqués forment des troupeaux serrés, leur chaleur corporelle collective les protégeant des vents glacials. Même les poissons et les amphibiens sous les lacs gelés ralentissent leur métabolisme jusqu'à un état proche de l'hibernation, conservant leur énergie jusqu'au bref dégel. Même des oiseaux comme les lagopèdes se regroupent sous les congères. En creusant des terriers communs,
Ils limitent les pertes de chaleur et maintiennent un microclimat qui les protège des vents dépassant les 100 km/h. Ces petits rassemblements, bien que discrets, sont essentiels à leur survie dans un environnement où la moindre erreur peut être fatale. Le vent façonne la toundra. Congères, crêtes de glace et buttes sculptées par le vent créent à la fois des obstacles et des abris. Les herbivores utilisent les versants sous le vent et les dépressions pour se réfugier pendant les tempêtes, tandis que les prédateurs comme le renard arctique exploitent le terrain pour approcher leurs proies en silence. Le camouflage est primordial. La fourrure et le plumage passent du brun au blanc, se fondant parfaitement dans le paysage enneigé. Même la morphologie est optimisée. Les formes compactes conservent la chaleur, tandis que la densité de la fourrure et des plumes offre une isolation contre le refroidissement éolien qui peut descendre en dessous de -50 degrés Celsius. L'hiver transforme les étendues sauvages de Russie en un échiquier glacé, où chaque mouvement est calculé, chaque décision lourde de conséquences. Et la survie repose non seulement sur les compétences individuelles, mais aussi sur l'interaction complexe entre les espèces. Durant ces mois de disette, les relations entre prédateurs, charognards et proies se transforment en une dynamique à haut risque, créant un réseau d'interactions qui définit la vie dans les paysages les plus froids de la planète. Alors que l'hiver relâche peu à peu son emprise sur les vastes étendues sauvages de la Russie, la lutte pour la survie laisse une empreinte indélébile sur chaque paysage gelé. Des forêts de pins ombragées de la taïga à la toundra blanchie par le soleil, des falaises de l'Oural aux profondeurs glacées du lac Baïkal, la vie a persisté avec ténacité et précision. Chaque espèce, prédateur comme proie, a élaboré des stratégies parfaitement adaptées aux mois les plus rigoureux. Les loups errent en meutes organisées, traquant les plus faibles ou les imprudents. Les tigres se déplacent silencieusement dans les forêts enneigées, leurs yeux comme de l'ambre en fusion sur le blanc. Les carcajous se nourrissent de charognes avec une détermination implacable, sans craindre l'affrontement. Même les plus petites créatures, les campagnols creusant des galeries sous la neige, les lièvres arctiques traversant les congères, les amphibiens subnivaux, jouent un rôle vital dans un réseau maintenu par les lois de la survie. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous et surtout, partez à la découverte des merveilles sauvages des Andes.